Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, deuxième épisode de la série Comment devenir riche. Alors, je ne vais pas répéter parce que dans le premier épisode, j'avais fait une longue introduction un petit peu pour contextualiser. Je vous rappelle, le délire, c'est de proposer des arguments un petit peu segmentés à raison, par exemple, de un argument par vidéo. Et le but, c'est de mettre en avant des conseils que tout un chacun, indépendamment de votre classe sociale, de vos revenus, de votre capital économique, est libre de mettre en avant. Comme ligne directrice, j'ai souvent en tête cette phrase que j'attribue à Albert Einstein, mais il faudrait que je vérifie que c'est bel et bien Einstein qui a dit ça. Ce sont la curiosité, la simple observation et la persévérance qui m'ont conduit à mes idées. En disant ça, pour moi, Einstein nous dit que le nerf de la guerre, c'est la curiosité, l'observation, la persévérance. Autrement dit, trois qualités qui ne dépendent pas a priori de vos revenus, de votre situation familiale, de votre situation sentimentale, de votre cadre. Ça dépend. En fait, si vous êtes entouré par des gens qui sont curieux, qui suivent leur curiosité, qui sont des gens observateurs, qui sont des gens persévérants, c'est sûr que c'est incitatif. Amis, famille, potes, etc. Milieu professionnel, etc., etc. Alors, aujourd'hui, je voudrais prendre le temps de parler notamment d'un argument en priorité. Si tu veux devenir riche, et par extension, si tu veux réaliser un projet, n'importe quel projet, souvent un gros projet et jamais que la synergie de petits projets isolés. Et c'est souvent plutôt malin de chercher à isoler les petits projets. Désolé, là, il y a un bruit de fond, il y a des machines, des gros diesels qui ont démarré. Je pense que ça gâchera pas l'enregistrement pour autant. Apprends à fermer ta gueule. Excuse-moi de parler comme ça, c'est pas mon habitude, mais c'est pour un petit peu choquer les esprits et pour le dire clairement. Une des clés pour la réussite de n'importe quel projet, c'est d'en parler à personne. Pour deux raisons principales auxquelles je pense. Première raison, je pense que nous sommes constitués, nous les humains, avec notre corps, nos cerveaux, pour déjà vivre l'expérience d'une victoire simplement en la parlant. Parce que quand on explique ce qu'on compte faire, quand on explique ce qui nous porte, ce qui nous encourage, ce qui nous fait kiffer dans la réalisation d'un projet, eh bien on le vit. Et souvent on mange le gâteau avant d'avoir le gâteau. Et je pense que ça contribue à nous décourager. Alors j'ai aucune source scientifique, j'ai pas beaucoup d'éléments, je saurais pas trop te l'expliquer, mais ça c'est un constat que j'ai fait dans mon existence. Quand je parle à quelqu'un, et en plus à potentiellement plusieurs personnes, dans une discussion d'amis, dans un repas de famille, quand je parle d'un projet, je vais déjà éprouver une partie des émotions formidables que te confère la victoire et la réalisation de ton projet, et du coup je perds un peu de mon mojo. En fait, je me décourage d'une certaine manière parce que j'ai déjà un peu vécu les sensations. Alors ça peut te paraître un peu stupide, mais je pense que c'est nous ne sommes pas des êtres de raison, en tout cas j'en suis convaincu. Donc il y a cet aspect-là. Ne vis pas à l'avance quelque chose, ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Deuxième raison, c'est qu'en plus quand tu vas parler d'un projet qui te tient à cœur, déjà les gens vont pas forcément capter que ce dont tu leur parles c'est quelque chose d'extrêmement important pour toi, et leur réaction ou leur manque de réaction peut te plomber le moral, peut te plomber de l'aile. Et moi je te conseille de mettre toutes les chances de ton côté. Il y a des chances que si ton projet ce soit un rêve ou si c'est quelque chose qui vraiment t'impressionne, c'est parce qu'il impliquerait des sérieux changements, du bousculement, de construire des choses. Et donc autant mettre toutes les choses de ton côté. Moi je te conseille donc de ne pas parler, surtout pas à ta famille, de tes projets les plus importants, surtout pas à ta compagne. Alors tu vas me dire, attention, je ne t'encourage pas à t'isoler de ta famille, à de te priver des différents savoirs qu'il y a dans ta famille, dans tes amis, puisque en fait toute famille, tout cercle familial a une espèce de pool de connaissances, de pool de réflexion, des capacités qui sont intéressantes. Mais moi ce que je te dis, c'est de ne pas te trahir. Par défaut, ne dis rien. Rien ne t'empêche cependant d'aller discrètement prendre des informations par des chemins détournés.
Mais là encore, moi, je te dis, soit malin, soit discret. Et puis franchement, tu sais pas, si ton père, il est maçon, il a été maçon toute sa vie, ça sert à rien d'aller lui demander des trucs dans lesquels il a jamais mis les pieds. Hein. Ça sert à rien d'aller demander à ton père, papa, est-ce que tu crois qu'investir dans les ETF de S&P 500 Vanguard, est-ce que c'est une bonne idée? C'est parce que c'est pas quelqu'un de compétent. Alors éventuellement, il pourrait te dire que son père à lui, ou qui connaît quelqu'un qui a eu une expérience plus positive ou négative, à la limite, ça pourrait aller t'aiguiller, mais même là encore, j'en suis même pas certain, parce que la manière dont tu vas faire ça, investir dans le ETF par exemple, ou dans autre chose, hein, n'importe quoi, l'immobilier, mais l'immobilier c'est très large, acheter une résidence, acheter un immeuble de rapport, acheter une place de parking, ça n'a rien à voir. Bon, les manières de calculer les rentabilités sont à peu près les mêmes, mais la fiscalité n'est pas la même, les négociations ne sont pas les mêmes, les ordres de grandeur ne sont pas les mêmes. Et donc, même sur quelque chose de précis, la manière dont deux personnes vont l'approcher, vont se lancer, peuvent être très 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 différentes, hein, notamment pour des raisons géographiques, temporelles, les choses évoluent. Des fois, un jour J, tu essaies quelque chose, ça marche pas, le lendemain, tu essayes, ça marche sans problème. Mais c'est comme ça l'existence. Hein. Alors tu vas peut-être me dire, ouais mais attends, je suis bien obligé de parler, il y a certains projets qui, de par la nature, demanderaient que j'en avertisse les concernés. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais là je te propose d'être absolument minimal et puis un petit peu de faire confiance à ton instinct. C'est-à-dire, moi ma compagne par exemple, il y a plein de choses dont j'ai pas besoin de lui parler, même si plus ou moins directement ça la concerne, parce que je la connais, d'accord? Je sais que le résultat que je vise, ça lui plairait beaucoup. Donc j'ai pas besoin d'aller lui parler, d'aller négocier. Ça ne sert qu'à me bouffer mon énergie et bouffer mon temps. La communication, c'est quelque chose de très délicat d'humain à humain. Ne serait-ce que... Il y a Bernard Werber qui avait écrit un texte. Entre ce que je pense, entre ce que je pense que je vais dire, entre ce que je dis, entre ce que je crois avoir dit, entre ce que j'ai vraiment dit, entre ce que tu as entendu, entre ce que tu crois entendre, entre ce que tu as envie d'entendre, et ce que tu vas me répondre. Tu vois le principe, excuse-moi, je le fais un petit peu à l'arrache. La communication, c'est un gouffre à temps et un gouffre à énergie. Donc je te conseille, s'il y a des gens impliqués, de le faire intelligemment par des biais détournés et vraiment le minimum. Et puis, ne sois pas naïf, c'est pas parce que tu es avec quelqu'un depuis 1 an et que cette personne elle est formidable et que c'est ton meilleur ami, ou que c'est la femme de ta vie, ou que c'est ta maman avec laquelle tu as une relation fusionnelle, c'est avec ton papa avec laquelle tu as une relation très positive sur plein d'aspects, c'est pas pour ça qu'il faut que tu leur parles de projets très très importants, cruciaux. Alors, il y a quand même une expression à laquelle je pense. Par exemple, si ton projet, c'est pas d'investir dans l'immobilier. Je te dis ça parce qu'en fait, j'en viens à te parler d'un de mes cas concrets. J'hésite à te parler de moi parce que c'est un peu égocentré, mais il vaut mieux que je te donne les détails parce que je suis en train de te parler de quelque chose de manière déguisée, autant de faire cash. J'ai soutenu ma thèse de doctorat en 2016. Et là, je réfléchissais, qu'est-ce que je fais? Mon financement était arrivé à sa fin depuis quelques mois, mon salaire, mais Pôle emploi me disait, voilà, vous avez droit à une aide au retour à l'emploi. À la fin de ma thèse, je crois que je gagnais 1700 euros par mois. Au début de ma thèse, je gagnais 1400 euros par mois. J'avais choix. D'un côté, je peux gagner 1100 euros par mois en étant chômeur. Ce qui me permet d'avoir des à côté, au noir, babysitting, soutien scolaire, réparer des frigos, les revendre, réparer des voitures, enfin les voitures non, c'est plus délicat. Tous les services que tu peux faire, jardinage, etc. Tout ce que tu veux, sachant que j'avais 1100 euros de garantie et énormément de temps. Hein, parce que ça libère énormément de temps, et le temps c'est une donnée extrêmement précieuse, une denrée extrêmement précieuse, sinon la plus précieuse, la santé également, hein, puisque quand tu n'as pas besoin de te lever, que tu peux bien dormir tous les jours, ce qui demande de l'autodiscipline. Si tu fais n'importe quoi, tu te couches trop tard, tu te lèves trop tard, tu fais rien de tes journées. Mais si tu sais te discipliner, être chômeur, c'est beaucoup de temps. Tu vas pouvoir te dégager des espaces de travail, des heures de travail optimisées, essayer de travailler que le matin, par exemple, mais travailler bien, sans avoir à te taper les assistantes de direction, les secrétaires qui n'ont pas envie de travailler parce que leur figure te revient pas, ou parce qu'elles sont payées 40% de moins que toi, donc forcément elles sont moins investies dans leur travail, sont moins passionnées.
Ça va te permettre de faire un peu plus de sport, de bien dormir, de faire la sieste, de sélectionner mieux ce que tu vas manger, potentiellement de faire pousser ce que tu vas manger, de produire toi-même ce que tu vas manger. Et deuxième option, continuer à retrouver une place dans le salariat. Moi, en plus, dans le post-doctorat, les contrats de travail après le doctorat sont réputés pour être plus précaires que le doctorat lui-même. Mais surtout, ce qui m'inquiétait, c'est que l'entreprise dans laquelle j'avais fait ma thèse, j'y avais déjà apporté un financement de 50 000 euros pour faire ma thèse. À l'époque, ça avait de l'intérêt parce que, si tu veux, j'avais la sensation que je portais 90% de tout ce qui était fait. Mais ça, c'est un rapport avec ma nature aussi. Moi, je suis quelqu'un d'autonome, voire même dans certains cas assez solitaire. Tu vois, je vais employer une métaphore, je peux tirer une charrette à moi tout seul, tu vois. C'est un peu d'ailleurs, je suis de signe astrologique taureau. Je peux tirer, quoi, tout seul. Des fois, même, je préfère être tout seul parce que ceux qui sont dans mes pattes, je vais les écraser, ils me saoulent, ils avancent pas. Donc, cette entreprise, à la fin de ma thèse, elle m'a dit, écoute, Olivier, si tu trouves un autre financement, t'es le bienvenu. Sauf que, déjà, pendant ma thèse, je me demandais ce que cette entreprise m'apportait. Parce que, comme je te dis, 90% des responsabilités, j'étais salarié, c'était moi. Et puis moi, je m'intéresse à tout, l'aspect scientifique, entrepreneurial, technique, ingénierie, management, l'aspect social, la fiscalité, les ressources humaines, etc., etc. À partir du moment où tu as une vision globale et que tu es prêt tu sais trouver une solution à peu près de tous les problèmes, tu as la méthode, persévérance, observation, curiosité. Je voyais pas l'intérêt de rester salarié déjà, puisque l'intérêt du salariat, c'est de pouvoir se dégager de certaines responsabilités. À partir du moment où tu acceptes toutes les responsabilités, je vois pas pourquoi tu serais salarié, parce que tu es moins payé, et tu dois taper toute la hiérarchie, tous les incompétents dans ton entreprise, tous les fainéants, les gens qui sont malades, les gens qui n'ont pas envie, les gens qui pensent pas comme toi, qui pensent qu'ils savent mieux que toi, alors que toi tu es le spécialiste du domaine. Et donc là, je me disais, pendant mon doctorat, j'acceptais encore ce deal, puisque je devais faire mes preuves. C'est ça, quand tu es doctorant, tu dois faire tes preuves. Et puis, il y avait la récompense, la cerise à la fin du doctorat, c'était le diplôme. Voilà, parce qu'une fois que tu es docteur, si tu travailles dans ta branche, on est obligé de te payer comme un docteur. Et puis, si tu veux taper du poing sur la table dans des réunions techniques, on t'écoute en tant que tel. Tu n'es pas un doctorant qui n'a pas été foutu de terminer sa thèse. Je caricature. Tu es un docteur, tu as validé. Je dis pas ça pour m'envoyer des fleurs, je dis ça juste pour te faire comprendre que quand on m'a dit t'es bienvenu si tu trouves le financement, j'ai dit oh, tu te fiches de moi. Attends, tu fais ta part du travail. Parce que si c'est moi qui vais chercher un financement, je le garde pour moi. Je crée une boîte. Si c'est moi qui fais tout, c'est moi qui récolte tout. M'a pris pour un jambon, comme on dit. Donc tu comprends bien que devant ce constat, j'ai dit, je vais prendre les 1100 euros par mois. Et puis je vais en profiter, puisque c'est ça, l'ARE, c'est de trouver une situation financière, si possible, meilleure que le contrat de travail qui a pris fin. Et du coup, ce temps, cette énergie, cette disponibilité m'a permis d'investir, voire même de créer des entreprises. Ma chaîne YouTube, c'est une entreprise. Je l'ai créée grâce à ça, justement, ce contexte favorable de temps, 2100 euros qui tombent chaque mois, sans que tu aies trop à faire, sinon supporter quelques malheureux rendez-vous à Pôle emploi. Alors moi j'étais statut cadre, tu vois, donc c'est vrai que Pôle emploi, à l'époque il y avait trois statuts. Le plus bas, si tu veux, c'est celui auquel on va lui coller le plus aux bases pour vérifier qu'il fait bien tout ce qu'il faut. Donc plus de rendez-vous, plus de propositions de formation, etc. Deuxième niveau, un peu moins de rendez-vous, un peu moins d'obligations. Et puis le troisième, c'est orienté, c'est simili-cadre, cadre et simili-cadre. On te fout la paix, donc tu as moins de rendez-vous, c'est vrai, donc tu as plus de temps libre. Parce qu'en plus, Pôle emploi, moi je recevais des courriers la veille pour le lendemain, c'est-à-dire que je recevais à 17h un courrier, c'était marqué, vous avez rendez-vous demain à 9h, et parfois il y avait 1 heure de route, et puis moi j'étais travailleur handicapé, j'avais droit à quelques aménagements handicapés, et t'es sûr qu'ils sont pas au courant les mecs, pour l'avoir vécu, ça veut dire, viens avec tes équipements handicapés, toi-même, bon bref. Donc, je me suis dit, tout ce que je te dis là, c'est mes réflexions de création d'entreprise, d'investissement, parce que je me suis dit, sur 1100 euros, je suis célibataire, je vis dans une cage à poules, je vais faire en sorte de dépenser le moins d'argent pour l'économiser le plus et acheter des places de parking. Et ça, j'en ai parlé à personne, et je te dis que c'est un élément clé de ma réussite.
chacun doit choisir des éléments, des objectifs qu'il qualifierait de réussite. En général, c'est des choses dont tu te sens incapable. J'en ai parlé à personne. Mois par mois, je regardais la courbe de l'augmentation de mes économies. Et puis, dès que j'ai commencé à avoir plusieurs milliers d'euros, j'ai cherché sur le bon coin ce que je pouvais m'acheter. C'est comme ça que j'en suis venu aux places de parking, parce que c'est tout ce qu'il y avait si je voulais acheter cash. Alors, je sais qu'il y en a qui te diront qu'il ne faut pas acheter cash, qu'il faut faire travailler l'argent de la banque. Écoute, ils ont leur raison. Il y a des avantages et des inconvénients à chaque méthode. Moi, l'emprunt, en plus étant chômeur, en train de créer des activités, tout ça, j'ai pas envie de me prendre la tête avec des emprunts. Et puis, c'est un des rares conseils que mon père m'a donné dans la vie, c'est de pas acheter à crédit, de pas faire des crédits pour acheter. Parce qu'il m'a dit, c'est Coluche qui disait, à la fin de ton crédit, si tu pouvais revendre ton crédit, tu gagnerais plus d'argent que si tu revendais la maison. Et donc, je porte ça en moi, que le crédit, moi j'aime bien être propriétaire tout de suite. Comme ça, je peux faire fructifier tout de suite. Il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de conditions de formation. Je suis universitaire, je suis scientifique, tu vois, j'aime bien ce qui est carré. Et ça, j'en ai parlé absolument à personne. Et pourtant, ça me brûlait les lèvres parce que j'étais porté par mon enthousiasme. Parce qu'il y a tout à faire. J'étais complètement ignorant. Alors, pour me former, je ne suis pas allé voir ma famille, sinon par des biais détournés. Surtout, je suis allé sur YouTube et j'ai posé les questions qui me venaient spontanément à l'esprit. Donc, toi, si tu as un rêve, un projet, tu dois avoir normalement clairement identifié les choses à améliorer en priorité dans ta vie. Tu dois avoir des questions. T'appeler dans Google et cherche, passe du temps. Ça demande du temps. Alors, par exemple, ma grand-mère, mes parents, ils ont tous eu des expériences à la hauteur de ce qui s'est passé dans leur vie sur l'immobilier. Mais, donc, de manière un petit peu discrète, je leur ai parlé de ça. Puis je voyais. Alors, des fois, j'avais des réactions très, très hostiles, tu vois. Parce que les gens, des fois, ils ont des expériences négatives. Mais là, comme je ne parlais pas de mon projet, comme si c'est une réaction hostile, ok, avec cette personne, je peux pas parler de ça, visiblement, c'est pas bon. Mais c'est bien, j'avance, au moins j'avance. Et en plus, les gens, quand tu leur demandes de parler de leurs expériences, souvent, ils apprécient, tu vois. Donc, ils sont plus dans une meilleure disposition que si c'est toi qui viens leur dire, est-ce que tu crois que ce projet à moi, il marcherait? Puisque là, tu leur demandes à eux de s'intéresser à toi. Là, non, c'est toi qui t'intéresse à eux. Enfin, tu les fais parler de cette manière. Ma grand-mère, par exemple, en parlant, j'ai absolument pas laissé transparaître mes projets. Bon, peut-être qu'elle a dû comprendre, parce que tu sais comment sont les femmes, hein, surtout les femmes de ta famille. C'est dur qu'elles te voient pas venir. Mais puis en plus, elles connaissent ton caractère, tu as tout un background, elles te connaissent depuis des années. Mais ça va, j'avais réussi à noyer le poisson. Il s'agit pas de mentir. Il s'agit pas de mentir, c'est pas ça. Non. Et je te déconseille de mentir à ta famille, puisque là, ça les mettrait, ils le sentiraient, ça les mettrait sur le qui-vive, tu perdrais les confiances. Non, je te parle de garder pour toi. Et si jamais la personne, tu sens elle commence à le comprendre, et elle te pose des questions, tu éludes. Il y a plein de façons d'éluder. Et là, la personne, si elle comprend que tu éludes, tout ce qu'elle peut se dire, c'est, bon, visiblement, il a pas envie d'en parler. Donc tu la trahis pas, cette personne. C'est juste que tu lui parles pas de certaines choses. Et si tu restes suffisamment maître de toi-même mystérieux, la personne, elle a un mur. Donc, ça va être difficile pour elle de comprendre. Et puis, en général, si c'est les gens de ta famille, ils vont pas insister, voilà. Tu peux semer des pare-feux, hein. Tu peux dire, ah oui, non, mais je te demandais ça juste parce que j'ai entendu un tel, ou j'ai un ami qui a fait ça, tu sais Jocelyn, tu sais Jean, voilà. Tu peux aussi semer, noyer le poisson en reposant une question qui interroge la personne sur sa vie. Parce que comme je te dis, les gens adorent parler d'eux, donc une manière de court-circuiter, c'est de leur reposer une question qui montre de l'intérêt pour un détail dont ils viennent de parler, dont ils n'ont pas l'habitude de recevoir autant d'intérêt sur ces questions-là. Voilà, la seule exception, parce qu'à bout d'un moment, tu sais, je voyais les places de parking, je faisais mes calculs de combien j'allais pouvoir économiser en gagnant 1100 € sur 3 ans, grosso modo. Et je me disais, bon voilà, je vais pouvoir me constituer ce pécule. Et puis à un moment donné, je me dis, mince, je sais que je vais avoir 5000 €, mais je les aurai pas à temps. Et moi, le but, c'était d'acheter au plus tôt. Puisque plus tôt tu achètes, plus tôt tu peux t'en servir pour faire produire ces biens. Donc j'avais réfléchi. Est-ce que parmi les membres de ma famille, il y en aurait un ou deux qui seraient susceptibles de m'aider? D'ailleurs, tu seras surpris peut-être de découvrir que les gens qui t'ont dit qu'ils t'aideraient un jour, ils répondront absents.
Tandis que les gens qui, en apparence, avaient l'air les plus pauvres, les moins, prompts à t'écouter, bah, c'est peut-être eux qui finalement vont vraiment t'aider. Et moi, la seule personne en qui j'avais confiance pour qu'elle garde confiance sur tous les aspects, c'était ma maman. Donc je suis allé voir ma maman, je lui ai dit maman. Mais là c'était vraiment parce que j'avais besoin de trouver environ 5000 euros. Tu vois, là il y avait une raison. Et je voulais pas le demander à une banque, je voulais pas demander à un copain, pas d'affaires d'argent moi, entre amis. C'est le meilleur moyen de gâcher les amitiés. Avec ta maman, ou avec ton papa, c'est pas pareil. Bon, avec mon père, c'est exclu pour différentes raisons. Ce genre de sujet, c'est la mort, l'argent. Je peux pas parler d'argent avec mon père. Enfin, il a des réactions, laisse tomber. Mais avec ma maman, oui, j'ai toujours pu parler de tout. Donc je suis allé la voir, je lui ai dit maman, voilà. D'ailleurs, je lui ai pas tout dit, pas forcément tout dit. Parce qu'en fait, quand je suis allé la voir, je crois que j'avais acheté 2 places de parking déjà. T'es pas obligé de lui dire. Ceci dit, si tu l'as fait, dans mon cas, comme je l'avais fait 2 fois, c'était bien de lui dire, puisque tu vois, tu montres, ben voilà, j'ai acheté à un prix raisonnable, et tu expliques comment tu as fait tes calculs, puisque tu montres à la personne que t'es pas allé avec ta bite et ton couteau, hein, t'as pas débarqué, j'ai vu de la lumière, j'y suis allé. Non, non, je me suis renseigné, j'ai fait mes calculs de rendement, j'ai fait le calcul et le listing de toutes les dépenses, le calcul de tout ce que je pouvais produire, tous les gains que j'aurais, la fiscalité, tu vois. Et au bout d'un moment, quand tu t'es bien renseigné, quand tu vas en parler avec la personne va voir que, effectivement, tu maîtrises. T'es un débutant, peut-être que t'as payé un peu trop cher ton bien, peut-être t'as encore plein de choses à apprendre, c'est sûr, mais on sent que tu déboules pas, tu débarques pas la fleur au fusil, la fleur au canon. Ça, c'est un conseil que je te donne, tu n'en parles que quand les choses sont faites et acquises. Donc dans mon cas, c'était quand je possède la place de parking, qu'il y a eu le compromis de vente qui a été signé et l'acte de vente qui est signé, et voire même tu attends d'avoir un locataire. Parce que ça, c'est une bonne nouvelle, tu vois. T'appelles ta famille, tes amis, t'es trop... Oh, en fait, tu sais, j'ai acheté une place de parking et elle est louée. Hein, tu vois, parce que si tu dis, oh, j'ai acheté une place de parking, trop bien, ça y est, je suis trop content, je vais pouvoir le louer. T'en as toujours qui vont te dire, ah, mais t'es sûr que tu vas trouver, qui vont te foutre le doute. Ah, ça dépend beaucoup du quartier. Moi, j'ai entendu dire que ceci, j'ai entendu dire que cela, que l'absologie, fin du monde, machin. Non, ils vont te bouffer l'énergie. C'est pour ça que je te dis, tu n'avertis que quand tu as terminé. Que quand c'est derrière toi. Comme ça, tu pourras enfin te soulager, partager la bonne nouvelle. D'ailleurs, ça te permettra de voir qui est capable de recevoir les bonnes nouvelles dans ton entourage et qui, finalement, est un pet fesse qui est bien content quand toi tu es là et qui lui ne partage aucune bonne vibe quand toi il t'arrive des choses positives. Voilà, donc le conseil général c'est garde pour toi. Garde pour toi. Et c'est un conseil, si tu cherches d'autres vidéos sur YouTube de gens qui ont plus des chaînes que sur le mindset, tout ça. Par exemple, Léo Guillot et Théophile Hélier, je te recommande d'aller t'abonner à leur chaîne. Je te recommande pas d'acheter leur formation parce que j'en ai jamais acheté. Je trouve que Théophile Hélier, il raconte un peu n'importe quoi sur la monétisation YouTube. Je l'ai débunké dans un épisode que je te mets ici dans la description. Mais je les écoute régulièrement et ils ont parlé de ça, tous les deux. Tu trouveras d'autres entrepreneurs sur YouTube et tu verras c'est une constance de ne pas en parler, de rester particulièrement discret sur tes projets. Il y a 24 heures dans une journée, tu as une certaine quantité d'énergie constituée par ton sommeil que tu vas pouvoir dépenser dans ta journée. Il faut que tu te concentres sur avancer au moins un petit peu tous les jours plutôt et dans un détail, enfin plutôt que secondairement parler des choses aux gens et leur demander leur avis. Les gens ils ont un avis sur tout et c'est pas forcément constructif de leur demander. Alors deuxième conseil, je voudrais revenir sur le précédent conseil que j'ai donné dans la vidéo 1. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, je vais juste le corriger. Donc va voir l'épisode 1 si tu ne l'as pas vu. L'épisode 1, je disais, grosso modo, ranger. Ranger et bazarder ce qu'il y a chez toi et qui t'est pas utile. Je donnais 1 mois. Je voulais compléter parce que cette donnée temporelle, je vais la nuancer. Par exemple, tu vois, moi je récupère pas mal d'appareils électroménagers hors service. Des fois je le répare, je le revends, ça me fait un pécule qui n'est pas imposé en plus, donc je travaille au noir, c'est tout dans ma poche, et je peux le réinvestir dans quelque chose de plus officiel. Je peux me constituer des pécules pour investir en bourse, parce qu'il y a des actions à quelques dizaines d'euros, il y a des produits boursiers à quelques dizaines d'euros, puis si tu laisses l'économiser des dizaines d'euros, ça devient des centaines d'euros, les petites rivières font les grands fleuves, ça devient des milliers d'euros, tu peux acheter quelque chose, tu peux investir. Je ne vais pas lister tous les
petits investissements possibles, accessibles à partir de plusieurs milliers d'euros, parce que je pense que d'autres l'ont fait. Ça mériterait un autre épisode. Et donc, je pense que quand tu te promènes dans la rue, où que tu sois, et que tu vois des choses, tu te dis, ah, ça pourrait potentiellement être utile, je pourrais le récupérer. Alors, je parle d'objets, mais ça peut être des gens aussi, hein. Des fois, tu rencontres des gens dans la vie, tu te rends compte qu'ils sont brillants, d'intelligence, de technique, qu'ils ont vraiment des savoir-faire. C'est bien de se les garder sous le coude. C'est des gens enrichissants. Mais ceci dit, si tu fais ça, à un moment donné, tu vas exploser. Parce que des gens intéressants, des objets dans la rue, il y en a masse. Je pense qu'il faut que tu privilégies et que ceux dont tu as déjà eu besoin et ceux que tu comprends. Par exemple, si tu récupères, je vais te dire, de la quincaillerie, je te donne un exemple concret. Quelqu'un te dit, tiens, si tu veux, récupère, je te donne gratuitement ces 3000 vis en acier inoxydable. Mais ces 3000 vis en acier inoxydable qu'on va trouver sur les chemins de fer, par exemple. Ça, par exemple, je te conseille de laisser tomber. Sauf si tu as des compétences particulières, parce que tu comprends pas. Tu sais pas qu'il faut les vendre. Tu sais pas le conditionnement, tu connais pas les prix du marché, c'est vraiment particulier. Si c'est 3000 vis que toi-même tu as déjà utilisé en bricolage, fonce. Mais tout ce qui est des choses que tu comprends pas, alors je te parle pas des appareils vus d'extérieur, je te parle des composants ou des personnes. Si c'est des trucs que tu comprends pas, laisse tomber. Privilégie ce que tu comprends, des choses sur lesquelles tu sais ce que tu vas pouvoir faire. Par exemple, l'autre jour, moi je suis tombé sur 30 feuilles de métal. Je les ai toutes ramenées. Je me suis dit, le métal, c'est super cool, ça se découpe, ça permet de faire plein d'objets. Mais en fait, il vaut mieux attendre d'avoir un projet, de tomber sur la ressource et de la ramener chez toi parce que tu sais à quoi elle va te servir que de ramener, d'entreposer. Et parce que d'expérience, surtout si tu as peu d'espace chez toi, au bout de 6 mois, sur les 30 feuilles en métal, tu en as utilisé la moitié. Et le reste, ça rouille, le reste, ça te prend de l'espace. Tu peux te bugner les pieds en bricolant, c'est pénible. Ça te prend de l'espace, donc ça te prend de l'énergie. Ça t'empêche d'avancer sur les projets les plus importants. Si tu estimes que j'ai vraiment au moins apporté un élément de réflexion utile dans ta démarche de réalisation de tes rêves, d'accomplissement de tes victoires personnelles, d'ascension sociale, ce que tu veux. Est-ce que tu peux laisser un pouce vers le haut, s'il te plaît, comme ça, moi, ça me permet de savoir que ça t'a plu. En plus, ça améliore mon référencement. Les questions sont les bienvenues dans les commentaires. J'ai un mail dans la section à propos pour les questions un peu plus sérieuses, un peu plus longues. Si le sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube Solutions et Débrouilles. Je t'avertis que j'ai une chaîne YouTube secondaire qui s'appelle Conseils pour YouTubeurs que j'avais appelé au début Comment gagner de l'argent sur YouTube. Clin d'œil, hein, piste de financement, piste de revenus. Je te suggère d'aller t'abonner à cette chaîne si tu t'es fait la remarque qu'avec ton smartphone ou avec ton ordinateur, tu avais la possibilité, capacité de créer des choses que tu pourrais diffuser sur YouTube et plus généralement sur Internet. Et dans la description sur les vidéos, tu trouveras une playlist qui s'appelle Complément de revenus, dans lequel je parle de choses que j'ai expérimentées, que j'ai testées, en toute liberté, en toute transparence. Comme ça te donne potentiellement des billes. C'est un débutant qui découvre les choses. Et donc, si toi, tu es débutant, il y a fort à parier qu'on se recoise sur les interrogations et que ça t'apporte quelque chose de constructif. Donc, tout ça, je te mets les liens en fiche, dans la description, et une partie dans les vignettes qui vont s'afficher maintenant.